Mesdames, Messieurs, chers amis, il y a quelques jours... La Fondation, quel est son objectif? On a souhaité faire quelque chose de très concret. L'idée initiale, et qui est toujours là, bien évidemment, c'est, comme on vient de vous le dire, de mieux faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens, quels qu'ils soient, comment fonctionne l'économie de marché, comment on peut l'améliorer, parce que bien évidemment, par nature, elle est imparfaite. Donc encore une fois, un objectif très terrain. Alors c'est un objectif très ambitieux, donc très rapidement on s'est dit il faut plutôt se concentrer sur un certain type d'échange entre certaines catégories socio-professionnelles, et tout naturellement ce qui est apparu c'est de faire un lien entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Aussi bien en Amérique du Nord, à travers toute l'Europe et même en Asie, pour essayer de promouvoir la compréhension de cet objet pour une meilleure compréhension des systèmes démocratiques. Alors pourquoi organiser des événementiels? Tout simplement parce qu'il nous paraissait important, au-delà du numérique et de l'Internet où on se déploie évidemment principalement, de donner corps d'une certaine manière à une rencontre entre les think tanks et les différents acteurs, qu'ils soient des acteurs institutionnels, politiques, économiques ou de la société civile, afin que ces mêmes acteurs comprennent le rôle que les think tanks peuvent jouer, sans a priori. Il ne s'agit pas pour l'Observatoire de promouvoir telle ou telle organisation, que les choses soient bien claires, il s'agit vraiment de promouvoir ce type d'organisation et l'expertise citoyenne qui s'exprime. Au gouvernement par le fameux rapport Stiglitz en 2008. Vous vous souvenez de ce rapport qui avait été commandé par le président de la République au prix Nobel américain Joseph Stiglitz et qui avait essayé de mesurer non pas seulement les performances économiques et le progrès social, mais les décisions adaptées qui permettraient de faire en sorte qu'on parle aussi du bien-être dans l'entreprise, qu'on évoque des caractéristiques déterminantes de qualité de vie, et ce que les auteurs appelaient d'ailleurs eux-mêmes travail convenable, decent labor. Et le rapport insistait beaucoup sur la faiblesse des outils disponibles pour mesurer cette... Et si on faisait le pari qu'une entreprise ne recherche pas la performance comme une finalité, mais qu'elle recherche en priorité l'épanouissement des hommes et des femmes, et que ce faisant, elle génère de la performance économique? Que j'ai vu émerger récemment. D'abord, je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant d'organiser des rencontres, des temps privilégiés avec des représentants du monde de la sagesse et des dirigeants dans des lieux privilégiés. Alors j'ai décidé d'organiser une retraite avec Mathieu Ricard et 15 dirigeants de haut niveau. Et à ma grande surprise, ça a été une réponse au-delà de mes attentes. Je vais évidemment pas citer de noms, mais il y a des grands noms du patronat qui vont être présents. Et je l'ai pris comme une première bulle. Deuxième bulle, le fait que quand j'ai pris l'initiative avec mon équipe d'organiser des rendez-vous réguliers, des rencontres régulières entre des décideurs qui ont une pratique contemplative et qui souhaitent donner plus de sens et d'impact à leur action, de nouveau ça a été une réponse extrêmement... Économie productiviste, fordiste, où on fait des produits, des objets, éventuellement des services, à une économie de la connaissance. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que la fluidité de l'information, c'est l'économie du partage. Et donc cette économie de la connaissance, elle passe, et vous l'avez très bien dit, par la créativité. Et vous ne pouvez pas, il n'y a rien qui puisse, dans l'entreprise, forcer les gens à être créatifs. Vous pouvez forcer les gens à taper sur un clou avec un marteau, vous pouvez essayer de forcer des gens à venir de telle heure à telle heure, etc. Ça, vous pouvez le contraindre. Mais faire émerger la créativité, vous ne pouvez pas le faire. Adhérents et bénéficiaires, et donc on voit bien aussi que c'est une façon d'associer le personnel aux décisions qui est spéciale et qui est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Donc je crois qu'on voit aussi à travers ce tiers secteur que la composante motivation du personnel est plus forte. Alors on peut par exemple interroger les salariés des associations qui représentent environ 80% de l'économie sociale et solidaire, et les enquêtes qui sont faites montrent que le personnel a des rémunérations nettement inférieures que celles qu'il pourrait avoir dans le secteur privé. Donc c'est aussi un élément de compétitivité pour ce secteur, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les salariés, dans le fond, ne sont pas là pour maximiser leur salaire, mais qu'ils acceptent des salaires inférieurs. Ce
l'industrie du cuir et de la chaussure, en 15 ans, ou à peine 20 ans, on a perdu 10 000 emplois sur un bassin de vie qui compte 50 000 habitants. Et donc on a considéré très vite que ce qui manquait, ce n'était pas des politiques d'accompagnement ou de formation, même si elles sont importantes, mais ce qui manquait le plus, c'était de l'emploi. Et du coup, à partir d'une holding... L'éducation, économie. Alors beaucoup de choses pour cette table ronde puisqu'on doit parler finalement du rôle de l'entreprise en tant qu'ascenseur social. Alors évidemment il y a plusieurs manières de voir effectivement ce débat. À la fois donc la manière au tout début où on va intégrer les jeunes dans l'entreprise. Donc évidemment il faut parler de la formation, il faut parler de l'enseignement. Et puis donc, des stages, de la façon dont les entreprises accueillent les jeunes. Et puis évidemment, dans un deuxième temps, de la façon dont tout au long de sa vie, le salarié va être accompagné, parce que l'ascenseur social, eh bien, il ne s'arrête pas simplement, on va dire, au début de la vie de la personne, il est là tout au long de sa vie et il doit être finalement maintenu, il doit être préservé, il doit continuer justement à le motiver tout au long de sa vie. Moi j'ai envie de retenir très rapidement 5 points pour essayer de camper ce décor. Je vais être un peu provocateur, il y a des enseignants dans la salle, j'en fus un et je reste de cœur. Je vais vous parler de l'ECODE comme d'un descendeur social, au sens où aujourd'hui l'OCDE nous explique qu'au fond l'école la plus inégalitaire, c'est-à-dire celle qui laisse les performances des élèves mieux expliquées par l'origine sociale de leurs parents, est l'école française. C'est exactement le contraire de ce qu'on imagine qu'elle est. Ça permet de rebondir un petit peu. Non, McDonald's en France, c'est un petit peu plus de 30 ans d'histoire, c'est 50 ans dans le monde. C'est vrai qu'on est numéro 1 de ce secteur de restauration dit à service rapide. Et on a posé comme acte de gestion, on va dire, de nos équipes, de nos ressources, il y a déjà très très longtemps, que le diplôme n'était pas un élément déterminant au moment du recrutement. Donc c'est un élément fondateur de notre politique sociale. On n'a rien fait de plus ou de moins en France par rapport à ça, et ce principe est vrai dans l'ensemble des pays du monde. Et en même temps, on sait très bien qu'on vit dans un monde qui se transforme très vite, où nos enfants changeront d'emploi, de fonction, d'entreprise, de territoire beaucoup plus que leurs parents. Et il faut les amener à être agiles. Et l'agilité, ça passe par une culture générale peut-être beaucoup plus forte demain qu'aujourd'hui. D'ailleurs, ça renvoie à un des sujets qu'évoquait Laurent. Je pense qu'une des faiblesses de notre enseignement, c'est pas tant du côté des collèges, puisqu'il y a une réforme qui va en cours, c'est du côté de l'école primaire. Et moi, j'ai 2 alertes. Que je veux partager avec vous, parce que vous êtes les sachants et les gens qui peuvent réfléchir à ça. La première, c'est que ce monde numérique est un monde très sympa, avec des valeurs, avec des moyens, mais les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, c'est 1350 milliards de capitalisation boursière pour 250 000 emplois. Voilà. 250 000 emplois, c'est moins que la Poste. Je parle du monde entier. Donc, si on ne s'attelle pas au sujet, on va avoir un gros... Merci beaucoup, Christian. Écoutez, chers amis, me revient le plaisir, l'honneur de mettre fin à cette soirée. Je voulais évidemment remercier nos partenaires. D'abord, l'Institut de France, de nous avoir accueillis dans cette enceinte prestigieuse. Évidemment également l'Académie des sciences morales et politiques, notre partenaire privilégié sur l'événement, la Fondation Croissance Responsable, et bien entendu tous nos partenaires, notamment les partenaires médias et les animatrices de LCI et de la revue